Par contre les gars, on va tourner en rond comme ça pendant... D'accord. Bon, tu vas voir, il y a des variantes. Il y a des variantes. Il y a des variantes alpines là. Ça a un vrai compétiteur là. Come on. Ha, sicker than your average. Pop a twist cabbage off instinct. Niggas don't think shit stink. Pink haters, my Detroit players. Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right. If they head right. Notre première question habituelle, est-ce que tu peux nous refaire un peu ton parcours à l'ESSEC? Ouf, vaste histoire. Alors, je suis arrivé à l'ESSEC en 2010, si mes souvenirs sont exacts. En septembre, comme tout le monde normalement. Ok. Et après, on a fait le grand jeu Calisté. C'était le premier truc qu'on avait fait à l'époque. ensuite, le parc est grand, les mecs. Le parc est grand, donc je pense qu'on va pouvoir. Combien au jeu Calisté là? Alors, on n'a pas réussi à gagner malheureusement, mais. On avait une bonne stratégie. On commence par le jeu Calisté. J'ai pris 3 cours au terrain. Non, à l'ESSEC, j'ai passé beaucoup d'associations, très peu m'ont prise. J'ai finalement eu une association, je suppose fameuse, mais qui est sûrement morte depuis, qui s'appelait Karaoke Kings. Et j'ai eu une autre association qui s'appelle Rêve FM, qui faisait de la radio. Donc ça, c'était première année. Après, j'ai listé. Ouais. Et j'ai perdu. Okay. Voilà. Je me suis pris tous les murs. Comme 50% des gens qui listent. Voilà, niveau meuf, j'arrivais pas à choper, donc je finissais toujours arraché en fin de teuf. Non, c'était vraiment une bonne première année en somme. En deuxième année, j'ai relisté du coup, fort de mon apprentissage, de mes erreurs, et on a gagné cette fois-ci. Oh. Et donc du coup, j'ai laissé tomber un stage à San Francisco pour être au BDE, c'était plutôt cool. Après, long story short, derrière, je suis allé à Vancouver pour faire mon étranger. Et ensuite... C'était 6 mois à l'époque? Non, 9 mois toujours. 9 mois? J'ai fait un échange. Non, j'ai fait un échange de 4 mois à Vancouver. Je suis revenu et j'ai commencé à travailler à Paris. Et ensuite, au bout de 7 mois, je me suis fait transférer à San Francisco et j'ai fini mon étranger à San Francisco en fait. Pour un stage? Non, bah du coup en CDI en gros. Enfin, okay, CDI, stage de fin d'études quoi. Et donc du coup, là maintenant, tu taffes chez Criteo? Ouais. C'était... Enfin, en arrivant à San Francisco, c'était Criteo aussi? Ouais, exactement. Ça fait 4 ans et demi que je bosse pour eux. En fait, en gros, depuis que je suis sorti de l'ESSEC, je bosse pour eux. Ça marche. Et donc c'est quoi ta position? Ouh là là, c'est le titre, c'est Senior Product Manager, qui veut tout et rien dire. Les gens qui se la pètent diront qu'un Product Manager, c'est un mini CEO. D'accord. Je pense pas que ça soit ça. En gros, ton rôle, c'est d'organiser, c'est un peu d'essayer d'imaginer les différents produits que tu veux construire dans une boîte. Et par produit, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, je veux faire un bouton qui permet d'envoyer des emails sur Facebook. Tu peux être Product Manager du bouton qui fait ça. D'accord. Ou alors tu peux être CEO de ton bouton quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce qui est très utile. Effectivement, tu peux choisir s'il est rouge ou bleu ou vert, mais tu vas pas bien loin avec ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le pitch de la boîte? Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Alors, nous chez Criteo, on est des stalkers, c'est-à-dire qu'on vous suit partout sur internet. Non, on va le refaire en mode politiquement correct. Donc l'objectif de Criteo, le produit initial de Criteo, c'est ce qu'on appelle le retargeting. Et le retargeting, c'est assez simple. Mettons que tu ailles sur decathlon.fr pour chercher par exemple un tandem parce que tu veux construire une Rosalie, ce qui est finalement Je te coupe, mais c'est un super exemple. Voilà. Voilà, tu vois, ça m'est venu d'un coup comme ça. Et donc du coup, tu vas chercher effectivement des casques, des tandems, un klaxon, bref, tout un tas de produits. Mais parce que tu as un peu un gros rat et parce que si tu viens aller comparer ce qui se passe sur internet, tu vas pas acheter tout de suite. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en fait tous les produits que tu as vus sur Decathlon et on va essayer de te retrouver un peu partout sur les différents sites internet et de te montrer des pubs qui vont te rappeler ces fameux produits que tu as regardés sur Decathlon pour que tu cliques dessus et que tu reviennes. Jusque-là, la logique est très simple et tu te dis que tout le monde pourrait le faire. Là où nous, on se différencie un petit peu, c'est qu'en gros, on a un algorithme de machine learning, aussi appelé intelligence artificielle. Très rapide. Ouais. De quoi? Très rapide, non, c'est pas ça? Qui est rapide, mais surtout qui apprend, qui est capable de bien prédire quel produit tu vas acheter. Et le raisonnement, il est un peu con, mais mettons qu'en gros, moi j'aille sur Decathlon le jour d'avant et que je regarde un tandem, que je regarde un casque. Par contre, les gars, ça monte beaucoup. Hein. On va tester ça. Que je regarde un casque, que je regarde un tandem et que je regarde une gourde et que je revienne le jour d'après et qu'en fait j'achète un t-shirt jaune. Ok. Toi, tu vas venir le lendemain et tu vas regarder effectivement un tandem, un casque, une gourde. Et là, notre algorithme, au lieu de te montrer un de ces 3 produits, parce que bêtement, on pourrait dire ah bah c'est ça les produits qui t'intéressent, on va te montrer en fait le t-shirt jaune parce qu'on sait que le mec qui est venu le jour d'avant a acheté le t-shirt jaune. C'est clair ou D'accord. Ou je la refais? Ok, ouais, non, très bien. Ok. En gros, on prédit la conversion de l'utilisateur plus que les produits qu'il a effectivement vus sur Decathlon.
Du coup, en tant que product manager, toi tu t'occupes d'une pas du tout feature en particulier ou d'un... Ouais, non, je m'occupe de... On a tout cassé. Pendant un temps, j'ai travaillé sur comment déployer en fait cet algorithme sur Facebook. Donc en fait, comment on pouvait commencer à faire de la pub D'accord. avec notre algorithme sur Facebook. Donc ça prend, enfin c'était cool. Après avoir fait un peu ça, je me suis dit que je voulais faire un truc plus technique. Et donc là, je travaille en fait sur une partie un peu plus cachée de ce qu'on fait, qui consiste en fait à essayer de déterminer à partir des produits que tu vois tout un tas d'éléments. Donc par exemple, si tu regardes un vélo, mais donc tu regardes un vélo sur Decathlon et sur GoSport. Ouais, ok. GoSport, eux, quand ils vont nous envoyer l'information que c'est un vélo, ils vont appeler ça catégorie vélo et cycle. Et puis Decathlon, ils vont appeler ça moyen de déplacement. Ouais. Voilà, moyen de déplacement. Le truc, c'est que si jamais toi, on veut savoir ce qui t'intéresse, on n'a pas trop d'informations à ce niveau-là, parce qu'on va voir que tu as vu un truc qui s'appelle vélo et cycle, et on va voir que tu as vu un truc qui s'appelle moyen de déplacement. Et tu n'as pas trop moyen de mélanger. Et donc du coup, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de trouver des points communs entre ces différents produits à travers différents partenaires avec qui on travaille. D'accord. Pour pouvoir savoir que si tu as vu un vélo sur Decathlon et un vélo sur GoSport, tu es vraiment intéressé par les vélos. Et tu vas regarder un marque de vélo A sur GoSport, un marque de vélo A sur Decathlon, bah, du coup on va savoir que tu es intéressé par la marque de vélo A et par les vélos. Et donc l'idée comme ça, c'est qu'en fait tu arrives à avoir une connaissance encore plus en profondeur de l'utilisateur. Ouais. Et tu es capable de lui montrer encore plus de pubs après. Enfin, donc l'objectif final reste le même, quoi. Alors raconte-nous un peu la vie SF quand on est jeune comme ça, là, qu'on est Jeune, plein ouais. de vie, qu'on a un vélo Décathlon, qu'est-ce qu'on fait à SF? Alors en fait SF c'est assez intéressant parce que c'est une ville qui est considérée un peu comme le centre de la tech du monde, tout ça, ville multinationale et autres. Sauf qu'en fait c'est une ville qui est très calme, enfin je pense que vous l'avez vu du coup peut-être sur les 10 derniers jours. Ah, le soir, c'est Ouais. 22h30. Il n'y a plus personne. Et du coup en fait c'est une ville qui est assez calme, donc moi ça m'a pris un peu de temps au début de m'habituer parce que je m'attendais vraiment à un truc à la New York ou Londres ou Paris. Et en fait mine de rien ça change un peu on va dire ton week-end habituel quoi. C'est-à-dire que d'habitude ton week-end habituel c'est tu sortais jusqu'à 2-3 heures, plus 4-5 heures, tu te levais il était 15 heures, tu allais chercher un McDo, tu revenais chez toi. C'est le week-end de Tom, ça. Tom, c'est ce que j'ai avant 6 heures, il dit que c'est pas réussi. Voilà, bah, j'étais assez d'accord avec ça. T'as le fait aussi qu'il y a un truc qui est assez marquant qu'on m'avait dit avant d'arriver et dont je me foutais un peu mais qui finalement a pas mal d'impact je trouve sur comment tu te sens dans cette ville. C'est le fait qu'on te dit les gens ne te jugent pas. Mais genre personne te juge. C'est-à-dire qu'en gros tu peux arriver en jogging, en pyjama, à moitié nu, sur une Rosalie, le visage tatoué, dans n'importe quel endroit, que ce soit genre un café, un restaurant 2 étoiles, une boîte de nuit ou autre, et personne ne va rien dire. Ouais. Et au final, c'est vrai que au début, tu dis putain, c'est un peu cliché, tu vois. Et en fait, je trouve qu'il y a un caractère assez apaisant à ce truc-là, c'est-à-dire que t'es jamais en train de te demander ce que les gens pensent de toi. T'es juste en mode, bah, tu parles avec les gens, ça passe pas, tant pis, tu vois. Criteo, c'est une entreprise, je pense, qui parle à énormément des sexes et Ouais. trendy, hyper sympa. Est-ce qu'il y a une culture d'entreprise particulière Ouais. On prend que des jambons. Ouais. ça c'est évident. Tu vois, tu passes ton tour. Allez, repasse à l'avant. Je pense que ça reste une boîte qui est petite au final. On est 3000, mais ça reste une boîte qui est petite, dans le sens où c'est pas une start-up, hein, mais c'est pas Google. Et pour revenir sur l'histoire du product manager du bouton, je pense que si jamais j'étais chez Google, je serais product manager de la couleur du bouton. Ah oui. Donc on serait pas au top quoi. Et l'avantage que tu as dans ces boîtes là, c'est qu'en fait comme c'est des boîtes qui sont encore petites, tu as pas mal comment dire, de liberté qui est laissée en fait aux différents employés pour lancer les projets qu'ils veulent et tout, et ça c'est assez cool. Et non, et donc du coup il y a deux trucs, c'est un, je pense qu'il y a une partie, si jamais, il y a un côté un peu créatif et dynamique et assez libre dans ce que tu veux faire, donc ça c'est cool. Et la deuxième partie, j'ai parlé des jambons, mais en fait c'est une blague, pas une blague. C'est que le fait de travailler avec des gens au quotidien que tu considères comme soit aussi intelligents que toi, soit plus intelligents que toi, ça aide pas mal en fait à, bon, d'une part à progresser et d'autre part à rester motivé en fait. Parce que ça t'oblige toi à te challenger un tout petit peu, c'est pas un job plan-plan où tu fais ton 9h-5h tous les jours et quand tu rentres, t'es content parce que t'as gagné tes 100 balles ou je sais pas quoi, mais t'évolues pas personnellement. Là t'as un peu un truc continuel qui te pousse à réfléchir plus quoi. En fait c'est intéressant parce que avec un mec qui s'appelle Pierre Nicolas qui est un ancien ESSEC également, on était un peu les premiers on va dire chez Criteo à venir d'une école de commerce et à prendre des postes tech, et encore je mets des gros guillemets autour de tech, mais des postes qui n'étaient pas des postes de commerciaux ou finance ou compta. Et il y a un truc qui est cool, c'est qu'il y a vraiment un vrai espace à mon avis pour nous, parce qu'on a ce côté à la fois, vision marché, et encore une fois j'aime pas trop ces mots-là parce que c'est très cliché, mais
Et donc en fait, t'as un peu ce côté vision marché. Et la partie tech en fait est souvent surestimée. Les gens ont tendance à croire que faire du code c'est hyper compliqué, c'est un truc que pour les mecs qui baignent dedans depuis qu'ils ont 10 ans. Alors qu'en fait ça demande juste un tout petit peu de logique quoi. Et en fait je pense que si jamais c'est des sujets qui intéressent, j'espère une partie des ESSEC, il y a d'autres voies dans les boîtes tech, que ce soit Criteo, Google, Facebook, que simplement en fait se dire je vais faire d'abord account manager, puis éventuellement je vais essayer de peser tranquillement pour aller travailler un tout petit peu en marketing et peut-être à la fin sur du produit ou je ferai un autre truc quoi. Donc là, il y a le RGPD qui est rentré en vigueur il y a 2 jours en Europe. Est-ce que ça change un peu le business model de Criteo ou enfin, du moins de s'adapter en profondeur? Alors c'est une bonne question. J'ai pas géré le dossier en direct chez Criteo. Ma compréhension et de ce qu'on m'a dit en interne, c'est que nous, côté Criteo, on n'était pas concernés en tant que tel parce que ça fait longtemps en fait qu'on a des espèces de barres sur les sites où on a nos cookies qui disent aux utilisateurs attention, on va utiliser vos cookies, vous pouvez cliquer là si vous voulez avoir accès à vos informations, ce genre de choses. Ça c'est la première partie. Et d'autre part, on n'a pas d'informations personnelles et identifiantes, ce qu'on appelle les PII ou PII. Donc ça c'est la partie qui nous concerne nous. Là où c'est un peu plus, où c'est encore assez peu clair pour nous, c'est qu'est-ce qui se passe pour nos advertisers, enfin pour les gens qui travaillent avec nous. Parce que même si nous on n'est pas à risque, les mecs avec qui on travaille, si eux ils ont plus le droit de collecter l'information, nous ça nous met entre guillemets dans le caca puisque on sera pas capable en fait de. On va pas dire ça. Si eux ils ont plus le droit par exemple de mettre nos trackers, donc les trackers c'est les bouts de code qu'on met sur le site de nos clients pour pouvoir récupérer les informations et pour pouvoir te suivre quand tu navigues sur ce site-là. Si eux ils ont plus le droit de faire ça, si eux ils sont impactés justement parce que pour une raison X ou Y ils le faisaient pas correctement, ça peut nous impacter derrière parce que si on n'est plus capable de travailler avec ces mecs-là, on n'a plus de business quoi. Évidemment. Je vois le concept de descendre en vélo, mais à quel moment vous vous êtes dit attends viens on part aux États-Unis, attends viens on prend un vélo, attends non en fait on prend un tandem, attends en fait non on va les attacher ensemble. Alors ça c'est l'ambiance. On va mettre un toit. En fait on va inviter Yacine, il va nous donner des conneries. Come on. Ha, sicker than your average. Papa twist cabbage off instinct. Niggas don't think shit stink. Pink haters. My Detroit